Cette année, je vous propose de faire l'expérience de l'enseignement essénien grâce à 15 semaines de stage sur des thèmes variés. Je vous invite à me rejoindre en Grèce pour des vacances en conscience. Attention, le nombre de places est limité. Tout le mois de mai est consacré à l'alchimie essénienne et l'art de la transformation intérieure. Puis, Jésus nous guidera dans l'art de vivre essénien. Je vous propose ensuite d'entrer dans les mystères d'Égypte grâce à Hermès Trismégiste, puis d'expérimenter la géométrie sacrée avec Pythagore, et enfin de pénétrer les secrets des mythes grecs avec Platon. En août, une nouvelle session de médecine sacrée niveau 1, puis une seconde session d'alchimie essénienne. Bonjour à tous. J'ai un petit peu hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est plus facile quand on s'intéresse à la spiritualité, au développement personnel, à la connaissance de soi, aux traditions, de parler de choses un petit peu lointaines ou de méta-processus de la vie. Et lorsqu'on est confronté à une actualité intense et perturbante, c'est pas forcément évident de prendre la parole parce que il y a énormément d'enjeux, énormément d'énergie. En ce moment, l'Europe est en guerre, donc même si le conflit il est localisé à un certain endroit, en l'occurrence l'Ukraine, auparavant c'était une partie de l'Ukraine depuis plusieurs années, les tensions qui se sont accumulées depuis à peu près 2 ans, bien sûr il y en a eu d'autres avant, mais disons qu'on n'arrête pas de monter la température, c'est l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude, hein. Il y a les élections qui s'approchent en France et qui font que au niveau subtil dans l'Europe, il y a une situation de crise et de tension vraiment extrême. Donc les événements qu'on voit à l'extérieur, comme je vous l'ai expliqué dans la revue d'actualité de la semaine passée, c'est un petit peu le reflet, ce n'est qu'une la partie visible de l'iceberg. Mais je trouve que c'est justement dans ces situations-là que l'enseignement essénien, puisque c'est la tradition que j'étudie et que je pratique, peut vraiment être pertinent et offrir une piste de réflexion ou un regard différent. Je vous ai dit que 2022 était l'année du regard, je vous ai dit au mois de décembre, fin décembre, que on n'était pas du tout au bout de nos peines et que l'année 2022 n'allait faire qu'augmenter en pression tout ce qui nous vient sur nous, alors qu'on pensait que peut-être ça pourrait être un allègement et la fin du Covid, etc. Et je vous ai expliqué à quel point c'était important la manière dont on regarde ce qui se passe dans le monde, parce que la façon dont nous regardons les choses détermine la façon dont nous les vivons et détermine en réalité tout notre futur et notre rapport au réel. Donc j'ai décidé quand même de prendre la parole parce que j'ai retrouvé ma famille d'âme, la tradition essénienne, et j'ai commencé à l'étudier, à la pratiquer, à la vivre en 1990. Et si vous vous souvenez, en 1991, il y a eu la première guerre du Golfe. Donc j'ai tout de suite été confronté à ce sujet de la guerre et de mon positionnement, et aussi de mon positionnement en tant qu'essénien, en tant qu'être spirituel, en tant que méditant, en tant que priant, en tant qu'être ayant une foi, en tant qu'être affirmant qu'il y a un sens dans les événements, qu'il y a une logique, qu'il y a une intelligence dans la vie. Et donc, à ce facteur X qui survient tout d'un coup et qui crée une perturbation et qui nous interroge sur notre positionnement face au monde et notre explication, notre compréhension de ce processus. Donc, depuis la première guerre du Golfe en 91, il y en a eu plusieurs. Hein. On a passé plusieurs étapes importantes et donc je voulais partager avec vous mon expérience, le recul que j'ai sur la situation, les compréhensions que j'en ai eues et une partie de l'enseignement essénien. Donc, ce n'est pas la peine de me dire en commentaire que je prêche pour ma paroisse ou que je suis opportuniste et que j'en profite pour vendre quelque chose, parce que effectivement, je partage ce en quoi je crois, ce dont ma vie m'a prouvé l'efficacité, la pertinence, l'utilité, l'intérêt. Et effectivement, je partage mon point de vue d'essénien, qui n'est peut-être pas celui d'autres confessions, d'autres clochers, mais de mon clocher, j'ai ce point de vue et j'ai plus de 30 années de recul pour dire que ce choix de vie m'ont apporté énormément de solutions et qu'ils sont pour moi la seule solution.
Donc je sais qu'aujourd'hui la mode est justement à ne surtout pas avoir ce genre de discours et à dire que il n'y a pas qu'une seule solution, que personne n'a raison, que tout est bien. Je prends le contre-pied total de la mode, je l'assume. J'ai rarement été de toute façon à la mode. Moi je ne vois pas d'autre solution que l'enseignement essénien, que les explications, que la sagesse de cette tradition et que ce mode de vie. Donc je vais vous donner mon point de vue d'essénien et je le partage avec vous. Et je vous laisse voir si ça peut vous enrichir vos choix de vie, vos options, éclairer vos réflexions, vos méditations personnelles, même si vous suivez totalement une autre voie. Il n'y a vraiment aucun problème à ça, au contraire, on peut s'enrichir. On parle de guerre et on parle donc nécessairement de paix. Donc on va aborder ces deux sujets. Alors, je ne suis pas, je le redis, géopolitologue, je n'ai aucune prétention dans ce domaine. Je vais partager avec vous dans cette vidéo des aspects beaucoup plus subtils, énergétiques, ésotériques. Donc si vous commencez cette vidéo et que ces trois mots vous hérissent le poil, prenez votre souris et cliquez ailleurs parce que ça va être le sujet de la vidéo. Je ne vais pas vous parler de la personnalité de Poutine et puis de la personnalité de tel chef d'État et puis des circulations d'argent, de l'action secrète de la CIA dans tel gouvernement. Il y en a qui font ça très bien. Il y a des très bonnes vidéos, des sources d'informations qui sont beaucoup plus intéressantes que BFM TV. Ce n'est pas la chaîne ici et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je peux vous affirmer avec certitude, c'est que l'Europe totale est en guerre, les égrégores sont en guerre, et il y a un niveau de tension extrême, et que le but de tout ça est de capturer l'énergie des humains, comme c'est toujours à travers ce qui semble interrompre la normalité de la vie. Le but est toujours de capturer, de provoquer une augmentation de l'adrénaline, de l'émoi, de l'émotion, de la peur. Même la joie fonctionne comme ça, quand on fait des coupes du monde de quelque chose et que tout le monde sort dans la rue en hurlant, il y a un immense dégagement d'énergie et il y a des formes de vie qui sont capables de capturer, de stocker et de gérer cette énergie. On parle d'énergie verte, de développement durable, mais il faut voir aussi que du point de vue essénien, la pensée, l'information, l'émotion, tout ça, ce sont des formes d'énergie et qu'il existe des circuits énergétiques globaux à l'échelle de l'humanité. Donc en ce moment, il y a cette fameuse crise en Ukraine qui nous est abondamment racontée, montrée, qui nous préoccupe, qui envahit totalement l'espace de pensée et d'émotion d'une grande partie de la population. Tout cela est un piège de plus. Et je vais vous montrer pourquoi, comment ça fonctionne et comment, moi, en tant qu'essénien, je me positionne par rapport à ça. Je pense que c'est important. La première chose fondamentale à comprendre, c'est que, du point de vue essénien, il y a un monde physique. Alors oui, on est de retour à l'école, hein, je vous fais des dessins, comme je l'ai fait dans les formations. Il y a un monde physique et il y a un monde subtil. Donc, un monde physique. Et en réalité, l'homme a une place particulière parce que l'homme valide. Par son existence, l'homme donne naissance, donne raison, fait exister quelque chose qui en soi n'a pas de corps, n'a pas de manifestation naturelle. Par exemple, tiens, ça va être un exemple d'actualité. Un président de la République n'existe pas dans la nature, dans la réalité, dans la création. Il n'y a pas de président de la République. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de maire. Il n'y a pas tout cela. Il y a encore moins de présidente de l'Union européenne, toutes ces choses-là. Il n'y en a pas. Donc, pour que ces choses existent, il faut qu'une masse d'humains valide par leurs croyances, par leur acte, par leur attitude, par leur déférence, par leur vote, par leur discussion, leur conversation, il faut qu'ils expliquent et qu'ils disent que cela existe. Et donc l'homme valide, il a cette capacité incroyable de donner un corps à une chose qui n'en a pas. Qu'est-ce qu'il a pour donner un corps à une chose? Il a tout ce qui est subtil en lui, c'est-à-dire des croyances,
des pensées, des sentiments, des désirs. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces 4 choses constituent notre vie intérieure et ne sont pas physiques, ne sont pas palpables, ne sont pas appréhendables. On peut appeler ça la psychologie, la philosophie, la vie intellectuelle, artistique, culturelle, sociale, émotionnelle, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, en fait, ce n'est pas palpable. La validation, l'expression physique de ces choses-là, ça c'est palpable. Si demain, votre meilleur ami se met, je sais pas moi, à dérouler un tapis pour prier, et il vous explique qu'il s'est converti à la religion musulmane, c'est un acte qui va révéler une transformation intérieure s'il n'était pas musulman. Ou à contrario, il était musulman, tout d'un coup il l'est plus. Ou, vous voyez, ce qui se passe dans le corps physique valide et fait apparaître quelque chose de subtil. Dans notre organisation collective, nous avons une sorte de hiérarchie et il y a des êtres qui ont la capacité de valider des croyances. Comment est-ce qu'on appelle ces êtres-là ? Ce n'est pas tout le monde. Ici, on va appeler ça par exemple des scientifiques, des hommes politiques qui votent une loi. Dès qu'une chose a un argument scientifique ou qu'elle a une existence politique, ça valide une croyance. Et vous avez dans l'histoire, quand vous étudiez, des fois vous avez des revirements spectaculaires d'une chose qui était communément admise, ou au contraire d'une chose qui était communément rejetée et refusée, et qui tout à coup devient la norme, parce qu'elle est validée. Il y a donc des hommes qui, par leur vie, ont une responsabilité immense sur la totalité de la population. Il y a des êtres qui vont valider des choses au niveau de la pensée. On peut appeler ça encore des scientifiques, des intellectuels, des professeurs, des académiciens. Il y a des êtres qui vont valider une chose au niveau émotionnel, sentimental. Il y a des êtres qui vont valider une chose au niveau de leur désir. Par exemple, cette situation justement actuelle en Europe est très représentative et un très bon cas d'école. C'est ce qui m'intéresse de partager avec vous, c'est d'étudier pour comprendre et utiliser, maximiser, profiter de ces situations, même les plus terribles, les plus indésirables, pour grandir, pour progresser en tant qu'âme, en tant qu'être profond. Donc vous avez des guerres d'images, par exemple. Une image va provoquer en vous un sentiment. En réalité, cette image vous est proposée par des êtres qui pensent. Ici, vous avez ce qu'on appelle des journalistes. Les journalistes valident au niveau intellectuel, mental de la pensée et produisent des images, par exemple, des sons, des discours. Ils vont dire des mots qui vont créer un sentiment. Vous voyez, il y a pas longtemps, il y a la couverture d'un journal qui est sorti en France, qui parle du président sortant, et donc il y a sa photo, et il y a écrit « Pourquoi tant de haine ?» point d'interrogation. Cette photo, cette image avec ces mots, a pour but de créer un sentiment, en l'occurrence de sympathie, de tolérance, de compréhension, de pardon, envers une personne, pour des pensées et des croyances. Et le but, bien sûr, va être que des êtres, par leur désir, valident, par leur vote, par exemple, ils vont finir par dire et par vouloir que le président sortant soit réélu. Donc, ils vont se mettre à porter un désir. Donc, tu peux tout à fait ne pas valider au niveau de tes sentiments. Tu vois, il y a une décorrélation. Tu peux tout à fait ne pas valider une chose par ta pensée, dans tes sentiments, et la valider dans tes désirs, ou la valider par ton corps. Je vais te donner un exemple terrible, que moi je trouve affreux.
c'est quelque chose que j'ai vécu à la première guerre du Golfe. J'ai réalisé à ce moment-là, parce que là, la France était explicitement en guerre. La France n'arrête pas d'être en guerre en réalité, et la France est collectivement responsable de centaines de milliers de morts depuis 30 ou 40 ans, mais toujours de façon politiquement correcte, acceptable ou carrément très discrète, en participant à des opérations militaires collectives. J'ai réalisé à ce moment-là que les missiles que je voyais tomber sur Bagdad, hein, vous vous souvenez de ces images terribles, il y en avait une partie qui était des missiles français ou qui était d'une coalition à laquelle mon pays participait. Et profondément, je ne voulais pas participer à ça parce que je n'ai jamais cru à l'invasion du Koweït et à toutes ces choses-là. Et donc, c'est un bon exemple parce que, tu vois, je n'ai pas validé la croyance, je n'ai pas validé la pensée, je n'ai pas validé le sentiment, je n'ai jamais haï Saddam Hussein, je ne me suis jamais dit, je n'ai jamais voulu qu'il soit assassiné, je n'ai jamais participé. Pourtant, j'ai validé et j'ai donné un corps à la guerre du Golfe, la première. Pourquoi ? Parce que je paye en France, en consommant, une taxe qu'on appelle la TVA. Et cette TVA, en réalité, est une énergie. L'argent, regardez ma formation sur l'argent est une énergie créatrice. Et moi, je payais de la TVA, qui est dans les mains de qui ? Des politiques, des scientifiques, de ceux qui valident les croyances de toute la population française, ce qu'on appelle une nation. Donc, ça veut dire que je n'ai pas validé en croyance, je n'ai pas validé en pensée, ni en sentiment, ni en désir, mais en acte. Je ne pouvais pas faire autrement que valider par mon argent, par la sueur par mon sang, par mon travail, par le fruit de mon travail. Je donnais une énergie au gouvernement qui, lui, décide, écrit, raconte. On parle du roman national en ce moment, mais en fait, il n'y a même pas à en discuter. C'est un soap opéra, c'est une série, une télésérie, hein, ça finit plus. Première chose à comprendre, l'être humain est un validateur par sa vie. Nous ne pouvons pas faire autrement. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple beaucoup plus simple. Tu es en colère contre quelqu'un, eh bien, tu valides, tu donnes un corps à quoi ? À la colère. La colère en soi est une chose complètement subtile, invisible, mais si tu la fais rentrer en toi, que tu la ressens contre quelqu'un, tu valides l'existence de la colère et tu lui donnes un corps que, en soi, la colère n'a pas. Si demain, plus aucun être sur Terre était en colère, il n'y aurait plus de colère. On peut pas dire elle existe dans un pot, j'en ai 3 kilos, elle est à la banque. La colère n'est nulle part. Elle est uniquement à l'intérieur des hommes qui lui donnent un corps, qui la valide par leur vie. Tu vois la responsabilité qu'a l'être humain qui est vraiment énorme. D'autres éléments qui constituent les mondes subtils sont aussi très importants à comprendre ou à concevoir pour bien comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc vous avez compris que dans le regard essénien, des images de télévision, des photos, des petites vidéos sur Internet ne sont pas la réalité. Ce sont des expressions physiques de quelque chose qui est plus subtil et qui a des fonctionnements aussi. Tu sais, c'est pas parce que dès que tu sors du monde physique, tu rentres dans le subtil, l'émotionnel, le mental, que tu es dans le perdu dans l'espace. Il y a une géographie et une organisation intérieure de l'homme et des fonctionnements, des circulations aussi réels et aussi précis que dans le monde physique. Il existe dans ce que nous pourrions appeler des croyances, c'est-à-dire des façons de voir la vie, il existe des formes de vie. Des formes de vie. Tu sais, on parle des extraterrestres, on me pose des questions à ce sujet, mais il faut d'abord étudier la vie dans son entièreté avant de s'intéresser aux soucoupes volantes. Il y a des formes de vie différentes. Il y a des formes de vie végétales, animales, humaines, microscopiques. Bon. Eh bien, il y a des formes de vie au niveau des croyances. On appelle ça un égrégore. Un égrégore,
vit, il est constitué, il est constitué, son corps, son support énergétique, ce sont les croyances et les pensées. Alors, on pourrait prendre des exemples très spectaculaires. Les États-Unis, tu vois, si je te dis Mississippi, États-Unis, années 30, blanc, noir, tout de suite, tu penses ségrégation, racisme culturel, classe raciale. C'est une façon de voir le monde, donc un égrégore, qui se manifestait par un sentiment, par des désirs, par des actes. Il y avait des hommes qui validaient le racisme blanc-noir, parce qu'il y a plein de formes de racisme. Le racisme blanc-noir des États-Unis, le racisme de type américain, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité. Il y avait des êtres qui donnaient un corps par leur comportement. Je sais pas, les célèbres exemples, ils vont au cinéma, il y a une entrée pour les noirs, une entrée pour les blancs dans le bus, il y a les places des noirs au fond, les places des blancs devant. Tu vois, tous ces petits détails de la vie quotidienne donnent un corps et valident des égrégores, des choses aussi grandes que des égrégores. Égrégore, on pourrait dire scénario aussi, parce que c'est là que va se jouer. Tu sais, il y a un truc qui est frappant quand tu regardes un petit peu l'histoire du monde, même l'actualité. Tu te dis, c'est quand même incroyable que, à peine le Covid, on sent qu'on a un peu tiré la pelote au bout, là on est au bout de l'histoire. Tu sais, comme dans les séries, que tu regardes la dernière saison, tu dis, ouais, vraiment, ils savaient plus quoi raconter, voilà, ça devient moins intéressant. Eh bien, la série Covid, elle est moins suivie, elle est moins populaire. Ça veut dire quoi? Les humains généraient beaucoup d'énergie au début de la crise du Covid. D'énergie de quoi? Et de peur. Puis, le temps passant, la quantité d'énergie diminue. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, il faut de nouveau aiguillonner les humains pour qu'ils génèrent à nouveau de la peur, de l'émotion très forte. Donc il faut une suite à l'histoire. Eh bien, ces scénarios et cet enchaînement assez incroyable, des fois on se dit mais comment ils font pour retomber sur leurs pattes, ou comment ça se fait que, parce que tout ça est organisé par des formes de vie beaucoup plus intelligentes que les êtres humains. C'est le regard essénien, si tu veux, peut-être il a ça de particulier par rapport à ta vision à toi du monde, c'est que ces formes de vie sont plus intelligentes que les plus intelligents des humains. Et du point de vue essénien, Bill Gates est un nain de jardin. Il a des croyances, il a des certitudes, il a des objectifs, positifs ou négatifs, ce n'est pas le sujet, mais lui-même, il est utilisé pour des choses qui le dépassent totalement. Il n'a pas nécessairement, il ne faut surtout pas lui prêter, lui donner le pouvoir d'être un être surnaturel comme un dieu qui pourrait prévoir l'évolution de l'humanité. Il a certaines croyances. Donc, même un être qu'on pourrait juger, ce n'est pas mon cas, mais que certains pourraient dire Bill Gates, c'est quelqu'un de super intelligent, qui manipule tout et tout, même lui, du point de vue essénien, n'est qu'un humain manipulé par ses croyances, ses pensées, ses sentiments, ses désirs, mais lui-même manipulé sous l'influence d'égrégores et d'entités de formes de vie qui dépassent ce que les anciens, par exemple, appelaient les dieux. Tu sais, il y avait les dieux du bien, les dieux du mal, les dieux du chaos, les dieux de la division, de la destruction, les dieux de la cohésion, de la guérison, de la paix, de la fraternité. Il y avait des formes d'énergie. Les anciens percevaient ces énergies subtiles. Donc, il y a ces formes de vie, égrégores. Donc on pourrait les appeler bien sûr des intelligences parce que ce sont des méga-intelligences. Il y a une autre forme de vie ici qu'on pourrait appeler des mémoires, des images. Ces mémoires, ces images sont très importantes parce que c'est elles qui vont provoquer à l'intérieur de nous certains sentiments. Elles sont très très utilisées par les médias aujourd'hui parce que nous sommes dans une civilisation de l'image. À la première guerre du Golfe, c'était spectaculaire. Tu sais, il y avait ces fameuses scènes où des soldats irakiens étaient rentrés dans une maternité au Koweït.
avaient débranché des couveuses, des bébés qui étaient morts dans leur couveuse. Enfin, on nous avait montré des images terribles. Et après, avec le temps, on a vu que c'était pas forcément ça. Ou alors, là, actuellement, il y a des choses qui, soi-disant, sont en Ukraine, mais qui, en fait, sont des images qui ont plusieurs années, qui sont ressorties. Enfin, on le sait, il y a une manipulation des images. Mais en réalité, de la même manière qu'il y a des images extérieures, il y a des images intérieures. Et on peut provoquer, chez des milliards d'humains maintenant, l'apparition d'une image relativement inconsciente. Par exemple, on l'a vu récemment, distanciation sociale, gel hydroalcoolique, prendre soin de l'autre et protéger les autres par le port du masque, par l'isolement, par l'enfermement. On crée des images collectives. Et comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, j'ai vu, moi, en Amérique du Sud, des êtres marcher sur un petit chemin au milieu de nulle part, tout seul, avec un masque et une visière à 40 degrés à l'ombre. Parce que l'image était à l'intérieur d'eux, et s'ils ne suivaient pas cette image, ils se sentaient mal. C'est aussi les mémoires, bien sûr, donc on va te sortir le sempiternel argument, alors on entend les bruits de bottes, on va revivre les heures les plus sombres de notre histoire, on va reparler du nazisme, on fait réapparaître des mémoires qui sont en réalité des images que nos ancêtres ont eu gravées à l'intérieur d'eux et qui sont transgénérationnelles. Mais tant qu'elles ne sont pas activées, elles sont totalement invisibles. Elles se tiennent dans le cachet de nos êtres. Mais par exemple, moi-même, je suis nécessairement habité par les images de la Deuxième Guerre mondiale que mes ancêtres ont vécues en France. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, il suffit de quelques petites choses pour que se réactive de façon très inconsciente. Je n'ai pas forcément accès, mais je vais avoir une sorte de sentiment qui va être utilisé. Et il y a ici des énergies d'action, d'actes, des énergies de mouvement. Un mouvement. Donc tout ça, ce sont des formes de vie. Il y a ces trois formes de vie qui essayent de l'imaginer. Hein. Je sais que ça fait un peu science-fiction surnaturelle, mais essaye pour quelques instants, d'avoir un autre point de vue que celui qui est le tien habituellement. Je partage avec toi mon point de vue essénien, ma sensibilité au monde, ma façon de considérer la vie. Il y a des êtres qui sont des désirs, des envies. Ils le sont, c'est leur corps, c'est leur substance, c'est leur nature. D'ailleurs, si tu regardes dans tes relations humaines, dans tes amis, tes connaissances, ou les gens que tu vois dans l'humanité, tu vois des êtres qui sont habités par un désir. On sait par exemple que tel homme politique un jour a été Premier ministre, puis il s'est exilé en Espagne, puis il revient. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement habité, squatté, possédé par un désir de carrière politique et de pouvoir. Et que lorsque tu as goûté au pouvoir, il est très difficile d'y renoncer. C'est le Seigneur des Anneaux. Tu mets l'anneau, tu goûtes à une sensation, et après c'est très difficile d'y résister. C'est raconté, hein. Je trouve que c'est très clair dans cette histoire. Donc ce sont des formes de vie, ce sont vraiment des êtres, aussi réels que toi et moi. La preuve, c'est que tu as des désirs et j'en ai aussi. Nous sommes animés, traversés par des énergies de désir. Or, on sait très bien, toi et moi aussi, que certains désirs, je vais mettre au pluriel, ne vont jamais se transformer en actes dans nos vies. En ce moment, les plateaux de télé sont pleins de gens qui viennent parler de leurs croyances, de leurs pensées, de leurs ressentis et de leurs désirs, mais qui ne vont pas aller faire la guerre en Ukraine. D'ailleurs, c'est souvent eux qui disent « il faut y aller, c'est par là, allez-y, hein ». Et des fois, ce sont les mêmes qui ont dit « il faut faire la guerre » au régime de Bachar el-Assad en Syrie. Il faut absolument faire la guerre contre le régime de tel pays. Allez-y, c'est par là. Il faut débloquer des crédits. Nos hommes politiques doivent absolument prendre des mesures. Mais ils ne vont pas passer à l'acte eux-mêmes. Pourtant, ils sont pleins de désirs.
Et il y en a même, ce sont des êtres très intelligents, des millionnaires pseudo-philosophes, par exemple, avec les boutons de chemise ouverts. Ils sont très très intelligents, ce sont des êtres qui ont une grande culture, une grande connaissance. Ils ont en réalité énormément de pouvoir énergétique. Ils sont associés à des égrégores, consciemment ou inconsciemment. Le but de l'enseignement essénien n'est pas de pointer du doigt des êtres et de les regarder en les critiquant, c'est de les observer comme des frères et des sœurs de l'humanité dont nous faisons tous partie et qui peuvent nous montrer, nous apprendre des choses sur la vie. D'accord ? Donc, il y a des êtres qui ont beaucoup de connaissances, de compréhension, une grande capacité d'émouvoir les gens, de créer des émotions chez eux, une grande capacité de motivation, d'influencer, de provoquer un mouvement et un désir, mais nous pouvons tout à fait avoir ces désirs sans jamais passer à l'acte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'énergie du désir non réalisé ne va pas s'incarner dans l'être ici. Elle ne s'incarne pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'elle ne disparaît pas. Donc, je te fais la scène. Tu vois une vidéo sur YouTube qui te montre la guerre en Ukraine, à quel point c'est affreux. Tu veux, en tant qu'humain spontanément, que ça s'arrête. Tu veux aider, tu veux faire quelque chose. Tu te dis, mais il faut faire quelque chose, c'est insupportable de voir ça. Cette énergie de désir va rejoindre toutes les énergies de désir équivalentes. Alors je ne vais pas t'en faire des milliards, mais actuellement, la puissance de frappe des égrégores est tellement colossale, grâce à Internet, ou à cause d'Internet, qu'on parle de milliards d'énergies de désir. Elles vont toutes s'accumuler, s'agglomérer, et elles vont être, bien sûr, en affinité, en résonance, avec quoi ? Avec l'égrégore et le scénario correspondant. Donc, elles se transforment en source d'énergie pour l'égrégore qui est à l'origine. Donc, tu comprends, l'égrégore déclenche un processus dans la pensée, déclenche un sentiment dans nos cœurs et nos plexus solaires, déclenche un désir, mais comme chez la plupart d'entre nous, ça ne va pas se transformer en acte, eh bien, en réalité, il récupère cette énergie. Et nous formons ainsi une masse, j'allais dire financière, une masse colossale d'énergie, dont l'égrégore va se servir. Et certains êtres vont passer à l'action, grâce à la totalité de l'énergie de milliards d'individus. Et ils vont faire des actions, des actes extraordinaires. Extraordinaires. Hors du commun. En bien comme en mal. En bien comme en mal. Ça fonctionne dans les deux sens. Comment on appelle ces êtres-là ? Gouvernement. Organisation internationale. ONG, organisation internationale. ONU. Armée. Corps militaire. Division. Blindés, tu vois. Ce sont des êtres qui sont faits et qui sont nommés dans notre société pour être les récipiendaires, pour recevoir toute cette énergie collective qui leur est transmise, et ainsi faire des actions, prendre des décisions. Un exemple frappant de ça, c'est le fait que l'Allemagne, rappelez-vous, l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, on lui a interdit d'avoir une armée, comme le Japon. C'est des puissances vaincues qui avaient provoqué la guerre mondiale officiellement. Bon, c'est que la deuxième, c'est complexe, mais en tout cas, le résultat est qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une armée. Eh bien, en réalité, c'était un leurre. Parce que un égrégore ne disparaît pas comme ça. Vous croyez vraiment qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'égrégore de militaire de l'Allemagne s'est dissipé dans les nuages, sous les coups des Peace and Love, et puis plus jamais ça, et devoir de mémoire, et tout ça? Pas du tout. Il est un dragon. Il dort d'un œil, mais il peut rester sans manger pendant très longtemps. Donc on peut dire que
l'égrégore militaire allemand, dans les années 50, 60, 70, a reçu très peu de nourriture. Puis, à la chute du mur de Berlin, ça a commencé à bouger. Et tranquillement, ce dragon se réveille, et c'est la désolation de Smaug que décrit Tolkien, c'est-à-dire que le dragon se réveille. Et, comme par hasard, la crise ukrainienne provoque une peur dans le peuple allemand, en Europe, une émotion énorme, et l'Allemagne, elle a déjà décidé, en quelques jours, d'avoir des dizaines de milliards d'euros pour reconstituer son armée. Ainsi, le dragon de l'armée allemande vient de se réveiller. Et en réalité, lui-même a provoqué ça. Lui-même a provoqué toute cette succession d'événements. C'est impossible, c'est du complotisme. Il existe des formes de vie plus intelligentes que les hommes. Et c'est ce qui fait la logique de l'histoire, c'est ce qui fait les surprises de l'histoire, c'est ce qui fait les liens entre les événements, au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Donc il ne sert à rien de chercher des humains qui avaient tout calculé et anticipé dans les moindres détails. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est au-delà des humains. Alors il y a des humains qui sont très impliqués, qui savent beaucoup de choses, qui décident beaucoup de choses, mais eux-mêmes ne se rendent pas nécessairement compte des tenants et des aboutissants réels. Donc voilà comment toute cette énergie se traduit concrètement parce que l'argent, c'est la condensation la plus basse, la plus dense de l'énergie du désir. Et donc quand le gouvernement allemand dit « nous allons dépenser, je ne sais plus, 90, 100 milliards d'euros pour reconstituer notre armée », il condense un désir collectif. Et vous allez voir que tous les pays vont en profiter parce qu'ils ont le prétexte parfait pour justifier une augmentation des dépenses militaires, une augmentation de l'armement, parce qu'ils vont dire c'est une nécessité pour faire face à l'agression, aux méchants. Maintenant, face à cette situation, il y a un fonctionnement que je vais vous décrire et qui est toujours le même. On le retrouve même dans des vieux récits de guerre de l'Antiquité comme Thucydide et tout ça. On trouvait toujours ces mêmes choses. J'en ai déjà parlé, je pense, dans des vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne où, bon, je me rappelle plus lesquelles, sont des extraits de formation. Vous avez tout d'abord une force d'opposition. Il y a une force d'opposition, donc c'est ça, d'adversaire qui est contre et qui va choquer, heurter, s'opposer, être anti, ouvertement anti quelque chose et qui va être dans l'extrême inverse. C'est ce que dans la tradition judéo-chrétienne on appelle Satan. Peut-être chez les musulmans aussi, je connais pas bien. C'est ce qu'on appelle Satan, c'est-à-dire la force d'opposition à quelque chose. L'inverse total. Et donc par exemple, qu'est-ce que ça va donner ici, aujourd'hui avec la crise ukrainienne? Ça va donner, je sais pas, du côté russe, parce que tous les Russes sont pas à mettre dans le même panier, il y a, j'imagine, énormément de Russes qui n'ont pas du tout envie qu'il y ait cette guerre, peut-être même la majorité. Mais pour schématiser, un Russe dans le côté satanique va dire « je m'engage dans l'armée parce que moi aussi je veux aller combattre en Ukraine pour servir la Russie, les intérêts de mon pays ». Vous avez, on va prendre dans l'autre côté, mais vous voyez que cette histoire de côté, du coup, est beaucoup plus subtile qu'on pense. Vous avez un Ukrainien qui va dire, moi je prends les armes parce que je veux défendre mon pays, je dis au revoir à tout le monde et je vais au front. Vous avez un Suisse ou un Belge ou un Hollandais ou un Anglais ou un Allemand qui dit, je m'engage dans la milice et je vais rejoindre les troupes ukrainiennes, même si je ne suis pas soldat, mais je vais m'engager et je vais aller casser du russe. Je vais aller tirer sur des Russes. Comme ça, enfin, mon Call of Duty, mon Halo va devenir réel. Je vais enfin réaliser mon fantasme. Je vais le faire en vrai. Ça va être génial. Ça, vous l'avez vu, ça fait de la peine quand les Américains ont fait ces guerres au
au Moyen-Orient, vous voyez tous ces jeunes Américains qui s'engagent en étant persuadés qu'ils vont juste tirer sur des cibles et tout ça. Il y en a qui sont pas mal désillusionnés après. Donc, ça c'est la réponse satanique, ça va être l'opposition frontale, l'augmentation de la guerre. Donc vous avez des chefs d'État actuellement qui appellent et qui excitent à la guerre. Et qui vont dire « Allez-y, rejoignez ces rangs, constituez une milice internationale, battez-vous, nous vous donnons des armes, nous vous fournissons de l'argent. » Vous vous rendez compte d'ailleurs, le processus démocratique, il a instantanément disparu, c'est-à-dire qu'on ne consulte même pas les peuples qui constituent l'Union européenne. La pseudo-présidente de l'Union européenne, qui n'a pas été élue d'ailleurs, prend directement des décisions de censurer les médias, de balancer de l'argent, d'envoyer des armes. Tout ça se fait en live, en direct. Pourquoi ? Parce que l'émotion populaire est à son comble. Et donc l'égrégore utilise au maximum l'énergie d'assentiment et d'approbation du peuple européen pour faire des actions, même complètement illégales, inconstitutionnelles ou illogiques et criminelles même. Vous voyez, c'est comme quand il y a eu l'arrivée du Covid, il y a eu un émoi augmenté, cultivé, je pense largement exagéré, qui a permis de faire des choses complètement hors du commun. Tout le monde doit rester enfermé, trucs comme ça. Bon, je souris parce que c'est quand même des gros mécanismes, en réalité c'est dramatique. Hein. Mais c'est que c'est un peu toujours la même chose. Comme je vous ai dit, je l'ai vu tellement de fois dans plusieurs exemples. Et il y a de l'autre côté, comment on pourrait appeler ça, le déni. Le déni, la négation. C'est ce qu'on appelle Lucifer. Lucifer va dire « Non, il ne faut pas faire la guerre, il faut faire la paix, maintenant on arrête. Il ne faut pas faire la guerre, c'est mal. » Mais quand on y pense, il y a eu tellement d'énergie accumulée, comme je vous ai expliqué, les choses physiques, la guerre physique, les bombes, les morts, les larmes, le sang, sont la condensation. Mais vous voyez bien sur ce dessin que finalement le corps physique, l'aspect physique d'une chose, est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est une très bonne image. C'est la partie la plus petite de plein de choses subtiles. Donc Lucifer il va être dans le déni, il va dire non, il faut pas le faire, il faut tout arrêter, jetons les armes. J'entendais un garçon qui a l'air très gentil, qui a rempli sa voiture de chocolat et qui a appelé ça Chocolate for Peace, et puis qui veut aller distribuer des chocolats en Ukraine, et il y est actuellement, et il distribue des chocolats pour dire on devrait tous se prendre dans les bras et s'aimer, parce que le sourire d'un enfant qui mange du chocolat, ça n'a pas de prix, et tout ça. Voilà. Ça, c'est typiquement la réaction. Actuellement, les forces lucifériennes sont extrêmement actives. Sauf que vous ne les voyez pas sur des images de drames et d'explosions à Kiev. Les forces lucifériennes, ce ne sont pas elles qui envoient des bombes. Ça, ce sont les forces sataniques. Les forces lucifériennes sont subtiles. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister dans cette vidéo. Parce que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, je m'inclus, nous n'avons pas une nature à vouloir nécessairement la confrontation, l'opposition, la solution guerrière à un problème. Nous avons naturellement un attrait pour ce qui est luciférien, de la paix, des Chocolate for Peace et tout ça. Ça va être beaucoup plus notre sensibilité. Or, ces forces lucifériennes sont très très actives en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez l'Europe. Je vais la faire comme ça en bleu. Donc là, j'ai fait mon bonhomme en grand format, mais l'Europe, vous imaginez, je sais pas, moi, c'est 350 millions de personnes. Ça, c'est l'Europe, ok ? Vous avez l'Europe physique, et vous avez les mondes subtils autour. En ce moment, il y a une peur collective, irréfléchie, excessive, générale, une énergie de peur, hein, une énergie de peur subtile, qui habite les éthers européens.
énergie, pensez ressource, nourriture, source d'énergie pour des entités subtiles, des égrégores, des formes de vie différentes des nôtres. Et souvent d'ailleurs, quand on est comme ça sous la peur, on va dire, mettons de côté nos différences, vous aimez le président actuel, vous le détestez, mais en ce moment, en temps de guerre, on doit tous se rassembler autour du président, qui est au-dessus de nous, et on doit lui faire confiance, et on doit se tenir les coudes serrés comme une nation. Eh bien, cette énergie de peur provoque un afflux d'énergie vers les gouvernants, vers le président, vers le gouvernement, vers l'Union européenne, vers les êtres en charge des décisions. Naturellement, nous les humains, nous allons faire confiance et même demander les mains jointes à notre président, à nos présidents et tout ça, de nous protéger, d'être actifs, de faire quelque chose, de réagir, de s'occuper de nous. Nous allons avoir un réflexe comme ça d'augmentation de la confiance et de la validation. Et tous les politiciens le savent, quand il y a une crise dans laquelle un peuple est en danger, ils peuvent en tirer parti pour augmenter leur prestige. Et c'est très typique d'ailleurs, tous les fins d'empire, quand vous étudiez l'histoire des empires, des systèmes de pouvoir, il y a souvent ce processus où on cherche à fédérer la nation, encore une dernière fois, autour d'un ennemi commun, d'un danger collectif externe qui fait que spontanément on reforme le troupeau pour faire face au danger extérieur. Et certains parmi nous sont éveillés spirituellement et ils savent que l'énergie spirituelle est plus importante, ou du moins aussi réelle, aussi efficace, que la guerre et l'acte physique. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Nous allons prier pour l'Ukraine. Nous allons prier pour l'Ukraine. Nous allons faire une méditation pour l'Ukraine pour envoyer des vibrations d'amour à l'Ukraine. Du point de vue essénien, étant donné que nous avons cette science des mondes subtils et de la circulation d'énergie, ça reviendrait à être à Pompéi. Tiens, tu es à Pompéi, je sais plus, en 79 après Jésus-Christ, tu es à Pompéi, le Vésuve est en éruption, et avec tes amis, tu formes un cercle de prière, tu chantes le Om, tu actives tes chakras, tu places tes cristaux et tu te dis, nous allons prier pour être sauvés. Et nous allons même sauver les autres. Parce que mourir, c'est mal. Parce que le volcan ne doit pas détruire Pompéi. Parce que Pompéi, c'est joli, on est heureux, on aime bien notre ville. Tu comprends, du point de vue essénien, il y a eu une telle accumulation d'énergie subtile depuis des années qu'elle est tout simplement en train de craquer, comme je vous ai dit dans la revue de presse. Elle est simplement en train de descendre. C'est comme, si tu veux, quand il y a un barrage et qu'il y a une fissure dans la structure du barrage, et que, ça y est, ça commence à craquer, ça ne sert à rien de rester dans la vallée et de prier pour que quelque chose de non naturel arrive et que tout à coup, l'énergie subtile soit s'arrête, soit disparaisse. L'énergie subtile doit impacter maintenant les hommes. Elle a été accumulée. Avant d'être physique, une chose est subtile. Quelle est cette énergie subtile qui s'est accumulée? Tu te souviens, nous avons parlé de croyances, égrégore, scénario, histoire, façon de voir le monde. Nous avons parlé d'images, de mémoire. Nous avons parlé de mouvement intérieur, de validation, l'homme valide. En réalité, nous n'avons pas pu échapper à participer à la guerre en Ukraine. À moins de vivre en dehors de l'Europe,
je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ne vivent pas en Europe, à moins de ne pas vivre en Europe, de ne pas consommer en Europe, de ne pas payer de taxes, d'impôts, à moins de ne pas voter pour des gouvernements européens depuis longtemps, et à moins de ne pas être au courant de l'actualité ni de l'histoire. C'est-à-dire que tu n'as aucune croyance, aucun préjugé sur quoi que ce soit. À partir du moment où tu t'es dit « Poutine, c'est un dictateur, il est méchant », à partir du moment où tu t'es dit, où tu as eu la moindre opinion simplement, sur un sujet relatif à l'URSS, l'Europe, l'OTAN, le rôle des États-Unis, la démocratie, est-ce qu'est la démocratie, est-ce que n'est pas la démocratie. À partir du moment où tu as une opinion sur ça, à partir du moment où tu as participé financièrement en payant des taxes utilisées par des gouvernements qui n'ont fait que préparer tous ces événements, l'OTAN, l'organisation, le traité d'Atlantique Nord et tout ça, eh bien, tu as participé à cette accumulation d'énergie, j'ai participé à cette accumulation d'énergie puisque j'ai acheté des choses en Europe dont elle a récupéré les taxes, donc elle a un budget, elle a une volonté, elle a une organisation. Donc j'ai participé à ça. Même par exemple, tu pries pour l'Ukraine, mais tu pries pour quoi? Par exemple, tu vas dire, moi je prie pour que l'Ukraine soit protégée des Russes. Donc, tu pries contre les Russes et leur chef. Mais donc tu as une opinion et tu te positionnes là-dedans. Tu pries contre quelqu'un. Tu comprends? C'est délicat, hein? La prière, c'est l'exercice de la volonté consciente. Mais il faut être super sage pour savoir qu'est-ce que tu dois vouloir dans la vie. Parce que c'est une pièce de théâtre très très complexe, avec des ficelles cachées. Tu penses aider une personne, mais en réalité, tu participes à un autre processus. Donc on le sait aujourd'hui parce que sur Internet, il y a beaucoup de désinformation, mais il y a aussi beaucoup de réinformation, et on sait très bien que si on étudie un petit peu ce dossier, les choses ne sont pas du tout aussi simples qu'on nous les présente. Du coup, est-ce que vraiment nous devons avoir une opinion là-dessus et nous positionner? Tu vois, par exemple, je vous ai déjà dit dans des vidéos, moi j'ai été éduqué à la fin de la guerre froide, et pendant la guerre froide, à la fin de la guerre froide, donc j'étais habitué à voir cette planisphère du monde, avec des pays en bleu et des pays en rouge. Mais c'est que beaucoup plus tard que j'ai compris ce qu'on me montrait. Moi je pensais que c'était la carte du monde, et moi j'étais du côté bleu. Et donc je me disais, je suis du côté des chanceux, des gentils. Et les autres, ce sont des pauvres gens, habillés tous en gris, qui n'ont pas le droit de parler, et qui ne font que travailler dans des kolkhozes, et c'est l'enfer. J'avais cette vision du monde. Et donc je me disais, ça serait bien si tout le monde pouvait être bleu. Donc dans l'OTAN, avec les États-Unis et tout ça. Alors après, j'imagine que la génération après moi, ils se sont dit, il y a les gentils démocrates laïcs, et les méchants musulmans, fanatiques, qui font des attentats et tout ça, parce qu'ils ont grandi à partir de la première guerre du Golfe, puis le 11 septembre et tout ça. Ils ont grandi dans cette vision du monde que nous devons, nous les gentils, intervenir dans des pays pour rétablir la démocratie et nous préserver de l'islamisme et des attentats. Tu vois, une espèce de discours qu'on nous a construit, qu'on nous sert dans les médias ultra simplifiés, du prêt-à-penser. À partir du moment où nous avons eu ce genre de croyances, de pensées, de sentiments, de désirs, nous avons participé à l'énergie de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais, comme je vous ai dit, pour moi, ça se passe dans toute l'Europe. Tous les Européens sont soumis actuellement à une attaque massive. Quel est le but de cette attaque sur chacun de nous, parce que je vis en Europe et je suis européen, c'est de nous mettre un pistolet sur la tempe et de nous forcer à nous positionner. Est-ce que tu es contre la Russie et Poutine? Est-ce que tu es pour? Et en faisant ça, en réalité, tu tombes dans le piège. Et tu ne fais que alimenter l'énergie subtile de la guerre. Je vais l'expliquer, ça va être beaucoup plus subtil
que ça, la réaction qu'il faut avoir n'est pas celle qu'on pense. Le plus terrible, c'est en plus de savoir que et l'OTAN, l'Union européenne, et les Russes, les Chinois, je ne sais pas qui on peut considérer comme contre, comme méchants, comme gentils, de toute façon, toutes ces puissances, toutes ces nations, tous ces gouvernants, toutes ces organisations n'ont qu'un seul but, c'est celui de la domination de la terre, notre mère, et de son exploitation. C'est à celui qui va avoir les ressources. Ils sont en train de se disputer le pôle Nord, le pôle Sud, les mines de ceci. On le sait, toutes ces guerres n'ont que des enjeux économiques dans le fond. Ça va être à qui domine le monde. Les États-Unis sont la puissance déclinante et ils cherchent encore à s'accrocher, à continuer à dominer le monde. Il y a des guerres monétaires. Il y a la guerre de l'or. Il y a sans arrêt des guerres qui ne se voient pas. Tu vois, les forces du déni de Lucifer vont être aussi celles-là. Je vis dans une démocratie, je peux aller au supermarché, tout va bien. Oui, mais ton pays fait la guerre en ce moment dans un autre pays. Oui, mais moi je m'en occupe pas, je suis pas vraiment politisé, ça m'intéresse pas. Oui, mais ton pays fait la guerre aux agriculteurs, à l'agriculture, à la nature, aux animaux, aux plantes. Oui, mais moi je mange bio, par réaction. Tu participes à un système et en fait tu es dans le déni et tu veux te faire croire qu'il n'y a pas de guerre et que tu ne participes pas à la guerre, et que tu es étranger à la guerre. Et du coup, la guerre semble, c'est pour ça que je vous l'ai dit dans la revue d'actualité, la guerre semble survenir. Parce que tout d'un coup, les médias nous disent « Oh, il y a une guerre en Ukraine, oh, il y a une guerre en Ukraine ». Alors qu'en réalité, nous vivons dans une guerre permanente. Parce que ce système vit de l'opposition, de la guerre. C'est sa nature. Qu'est-ce que c'est l'OTAN ? Une organisation de paix, de maintien de la paix, vraiment. Mais renseignez-vous un petit peu. La seule solution, c'est la paix. Mais vous voyez bien, avec toute cette cartographie, là je les ai effacés, mais il y a les égrégores, les énergies mémoires, les mouvements de... Vous voyez que le même mot peut avoir énormément de sens et d'expressions, de manifestations qui ne sont pas nécessairement les bonnes ou les vraies. Pour un Essénien, la paix existe. C'est un être vivant, c'est un état intérieur, c'est un fait. La paix est un fait. F-A-I-T. C'est un fait. Elle est. Nous n'avons pas à la fabriquer. Demain matin, si tu as la chance d'habiter pas trop loin de la nature, ou même si tu es en ville, tiens, place-toi à l'est et regarde le soleil se lever. Est-ce que tu dois fabriquer la paix ? Regarde un petit escargot, regarde un oiseau. Est-ce que tu dois fabriquer la paix parce qu'elle n'existe pas ? Ou est-ce que plutôt, elle existe déjà et elle est déjà là, mais simplement, nous n'y avons plus accès, nous ne sommes plus avec. Tiens, allons en Ukraine. C'est un grand pays, l'Ukraine. Allons-y demain. Il y a énormément d'endroits en Ukraine qui sont en paix totale. Bon, c'est l'hiver, mais c'est la paix. Il y a des arbres avec de la neige et le soleil se lève, il y a des oiseaux qui chantent. Tu sais, c'est très troublant quand tu vois des récits d'êtres qui ont fait 14-18, la Première Guerre mondiale, qui est une épouvante absolue, et qui vont te décrire le matin, le soleil se lève, il y a un petit oiseau qui s'est posé, qui s'est mis à chanter, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans la boue, avec des cadavres autour de moi, avec ma baïonnette en train de me dire, faut que je trucide quelqu'un ? On est complètement à l'ouest, on est complètement dans un rêve, dans un délire. On est pris dans des égrégores, des croyances, des sentiments, des désirs, et on valide l'être de la guerre. On le valide par nos actes. Donc la paix est un être. La paix est un état d'être qui est omniprésent dans la nature, mais nous n'y avons plus accès. Donc ce n'est pas quelque chose à fabriquer. Quand la création divine, naturelle est,
la paix est. C'est l'état naturel de l'homme, en fait. Quand nous ne vivons plus la paix, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est que la guerre était déjà présente dans les mondes subtils. Déjà. La guerre ne peut pas survenir physiquement de rien. Tu le sais d'ailleurs, quand tout d'un coup tu as un ami ou un amoureux, et tout d'un coup il y a une crise. Et toi tu peux déjà avoir eu ce sentiment que tu n'as pas compris d'où ça venait, ça t'a semblé venir de nulle part. Puis après, si tu parles avec cette personne, tu t'aperçois qu'il y a eu des raisons, il y a un historique, il s'est passé des choses, mais que tu n'avais pas pris conscience, tu n'avais pas vu, tu n'avais pas la même sensibilité, il fallait rétablir un dialogue pour se remettre sur le même niveau de communication. Mais en réalité, il y a toujours quelque chose, tu ne vois jamais quelque chose qui survient de rien, rien ne vient de rien. Il n'y a que des matérialistes forcenés qui vont dire ça. Du regard essénien, rien ne vient de rien. Donc s'il y a la guerre, c'est qu'en réalité, il y avait déjà la guerre. Mais par les énergies de Lucifer, tu es dans le déni, ou tu ne le vois pas tout simplement parce que tu as une illusion de paix. Tous les matins, toi, probablement qui me regarde, tu sors de chez toi, tu peux prendre ta voiture, tu peux aller au travail, tu peux aller faire des courses, tu peux aller te promener, et tu ne risques pas de te faire bombarder là, actuellement, tout de suite. Donc tu te dis, je vis dans la paix. Pourtant non. Tu vis dans une culture et une société basée sur la domination, l'exploitation, l'asservissement, donc la guerre. Tu vois, je vous cite souvent comme exemple mon grand-père, parce que c'est vraiment un exemple. Il a vécu quasiment 100 ans de tout le XXe siècle, alors il s'est passé tellement de choses que c'est des bonnes photographies. Mon grand-père a traversé la guerre de 14, il pouvait dire on est en guerre, 14-18, on est en guerre. Mais après, en 1920, on n'est plus en guerre. Oui, mais en fait, il vivait dans l'empire colonial français. Et il y avait des endroits de l'empire colonial français où c'était une guerre culturelle, une guerre économique entre la France et puis un autre pays. Mais lui, il recevait des bananes, du cacao, tu comprends, de l'empire colonial français, du bois. Il n'avait pas du tout l'impression d'être dans un État en guerre, dans un pays en guerre. Et quand en 1940 la guerre a recommencé, il a pu croire que « ah ça y est, la guerre recommence ». Mais en réalité, elle n'avait jamais arrêté. Ces gouvernants, ces responsables qui valident les croyances et les pensées collectives étaient en guerre les uns avec les autres. Quand aujourd'hui ils te disent on se réunit au G7, au G20, au G42, ils sont en guerre. Ils sourient, se serrent les mains, tout ça. Mais ce ne sont que des guerres, des négociations. C'est à qui va bouffer l'autre. C'est au requin qui a les dents les plus acérées, celui qui a les plus grosses réserves de change, celui qui a les plus grosses réserves d'or, de mines, de gaz. Tu comprends ? C'est pathétique la façon dont on parle de la paix et de la guerre, je trouve. C'est extrêmement limité. Donc, encore une fois, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est bien dit quand on dit « il avance dans l'ombre ». Il avance dans l'ombre en ce moment. Le nécromancien, il va revenir, Sauron. Pour l'instant, il n'a pas de corps. Il n'est pas réellement validé. Mais il prend des corps progressivement. Il prend des corps, il forme des armées, il s'incarne dans des êtres qui vont appeler la guerre, et en fait qu'il l'appelle lui-même. Quand ils se réunissent là à Bruxelles, quand ils se réunissent à l'OTAN et tous ces gens-là, ils appellent la guerre. Ils invoquent l'être de la guerre. Et ils veulent lui donner un corps. À travers l'opposition, parce que dans une population, certains vont dire « ouais, on y va, on va se battre », et à travers le déni et Lucifer en disant « oh, protégez-nous, mais nous, on veut juste être tranquille chez nous ». Il n'y a de paix ni dans le combat, ni dans le déni. La paix n'est ni à droite ni à gauche, ni dans un camp, elle est ni du côté russe, ni du côté ukrainien, la paix. Ce n'est pas là, c'est ailleurs, c'est autre chose, et c'est déjà là. Mais ce n'est pas dans une polarisation. Donc, je vous conseille, je ne vais pas vous dire quoi faire dans la vie, mais je vous conseille de ne pas prendre parti. De ne pas dire que vous êtes pour tel ou tel parti, pour tel ou tel être. Parce que nécessairement, vous allez être manipulé et utilisé pour quelque chose dont les enjeux réels et la nature réelle vous dépassent.
Au cours de ma longue vie, j'en ai vu des négociations de paix. Je me rappelle des accords, je ne sais plus en quelle année c'était, mais ça devait être 90, 91, la création de l'État de Palestine et tout ça. On les a vus se serrer la main avec les Américains, Bill Clinton au milieu. On se disait, oh, ça y est, c'est une ère nouvelle, il n'y a plus le bloc communiste. Ouf, enfin fini la guerre froide, on risque plus de mourir sous les bombes thermonucléaires. Vous vous souvenez de toutes ces choses-là? Puis après, il y a eu tel accord de paix, puis il y a eu telle chose, puis on nous vend à chaque fois en disant, ça y est, grâce, tiens, les Nations Unies. Hein, il y a la guerre, après on crée les Nations Unies pour plus jamais ça, plus jamais de guerre. Comment faire? Ben, il faut que les nations se parlent entre elles, et si on s'assoit tous à la table, on va se mettre d'accord. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est le discours de Lucifer, tu vois. Ah, les Nations Unies, la paix, etc. En réalité, tu connais une roue. Tu vois une roue qui tourne. Hein? Ici, ça descend. C'est la roue de fortune. Ici, ça monte. Ben, c'est Satan, Lucifer. En réalité, ils s'alimentent l'un et l'autre. Comment ça fonctionne? Il y a une guerre. On est en plein satanisme. Chaos, destruction, meurtre, violence. On est dans le corps de Satan. Les êtres aspirent à autre chose. Eh bien, beaucoup d'êtres vont devenir des idéalistes et ils vont dire plus jamais ça. Créons les Nations Unies, l'Association mondiale de la paix, le prix de la paix, le prix Nobel de la paix, créé par un gars qui a inventé la poudre et les armes. Tu comprends? Et l'idéalisme est dans le déni. L'idéalisme, dans lequel moi j'ai grandi, je suis en France, je fais partie de l'Union européenne, et grâce à l'Union européenne, on va enlever les frontières. Nous ne ferons plus jamais la guerre avec l'Allemagne. Plus jamais je ne referai ça parce que nous sommes sages. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière en sous-main? Nos gouvernants aiguisent leurs couteaux. Et ils choisissent leur prochaine proie. Il y a eu la guerre en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, qui est incroyable. Quand vous regardez ça, mais c'est inadmissible, intolérable. Mais la façon dont on nous l'a raconté n'est pas vraiment réelle. Et maintenant, avec 30 années de recul, on commence à comprendre en réalité ce qui s'est passé. Donc nous vivons dans un système de déni qui en réalité ne fait que provoquer des guerres en potentiel. Et quand elles apparaissent, nous disons « Ah, plus jamais ça ». Vous trouvez vraiment qu'on a avancé depuis la Première, la Deuxième Guerre mondiale, depuis la guerre du Golfe, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vu, il nous faut quoi encore? Vous trouvez que la guerre en Syrie, ça a fait avancer les choses? Il y a eu des dizaines ou des centaines de milliers de morts, je sais pas, mais et alors et après? On a, je sais pas moi, on a changé le gouvernement de la Libye. Avec l'assentiment de la population, on en a fait tout d'un coup une préoccupation importante, il fallait virer la famille Kadhafi, tout ça. Et après? Qu'est-ce qu'il nous faut comme... hein, à chaque fois, on a l'impression qu'on est dans une boule de flipper, on tombe d'un opposé à l'autre, sans jamais avancer réellement. Donc aujourd'hui, je ne vous conseille pas de prier pour l'Ukraine. Parce que votre bonne volonté, votre espoir, sera de toute façon récupéré par des énergies qui ne vont pas œuvrer pour la paix. Vous voyez, quand les gouvernements se réunissent pour tracer des frontières, après les guerres, ils retracent des frontières, ils font des accords de paix, etc. Mais ça dure jamais longtemps, ça dure quelques décennies, de nouveau, c'est la guerre. Et nous aurions pu avoir l'impression, ah ça y est, grâce à nos prières, la paix a été établie entre Israël et la Palestine. Voilà. Parce que si tu pries pour l'Ukraine, en réalité, c'est la guerre qui te fait prier. La guerre est à l'origine de ta prière. Tu priais pour l'Ukraine, toi, il y a 3 semaines? Tu ne savais même pas probablement où c'était exactement. Donc, moi j'aime bien le conseil de Jésus avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans le tien. Vous trouvez vraiment que nous, les Français, là, l'Union européenne, on a des leçons à donner de paix? Vous trouvez que c'est la paix en France, par exemple? Vous trouvez vraiment que c'est la paix? Vous vivez dans une société qui n'est pas en paix.
au contraire, qui est d'une violence inouïe, comme ça n'a jamais été le cas, interne, un pourrissement de l'intérieur de la société. Vous trouvez qu'on a des leçons à donner aux autres? Mais alors, on voudrait que nous, les spiritualistes, nous nous mettions à espérer, à prier, à demander des accords de paix, des négociations, l'arrêt immédiat des hostilités. Mais je vous dis, c'est comme prier dans Pompéi alors que le volcan est en éruption. C'est plus le moment. Dans les scénarios, on va toujours se servir du méchant comme aiguillon. On va se servir de Poutine comme d'une raison d'un argument. Vous savez comment? Inconsciemment, on va nous dire, regardez, vous vous plaignez en Europe, qu'il n'y a pas assez de démocratie, qu'il y a beaucoup d'opacité dans la gestion, qu'il y a une diminution des libertés. Mais regardez en Russie, chez Poutine, comme c'est terrible. Alors finalement, nous en Europe, on n'est pas trop mal. Hein? Vous êtes pas mal en Europe. Parce que si vous n'êtes pas gentil, si vous ne soutenez pas l'Union européenne et l'OTAN, c'est Poutine qui va arriver jusqu'en France. Et alors là, vous verrez. Hein? Voilà. Ah oui, d'accord, bon, finalement, on peut bien accepter de perdre quelques libertés. On peut bien accepter que le pass sanitaire soit suspendu, puis ils vont nous le remettre, mais bon, ils savent ce qu'ils font quand même. Il y a des scientifiques, hein. Il y a un comité scientifique. C'est comme ça qu'on avance à chaque fois. Toujours les mêmes mécanismes. C'est une roue. La peur de ce qui pourrait être pire pour avoir l'acceptation de ce qui n'est pas acceptable. C'est un mécanisme. Tu sais, il y a des mécanismes que tu étudies en physique, comment on appelle ça, dynamique. Là. Tu comprends, tu étudies la physique. Mais c'est une loi de la gestion des peuples et du gouvernement des hommes. Peur, acceptation. Peur, acceptation. Et ainsi on avance. Ne vous inquiétez pas, madame, ça va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que nous devons faire si nous sommes éveillés? Nous devons, écoutez, c'est un conseil, hein, je ne vous dis pas quoi faire, hein, mais en tout cas, moi, je vous dis ce que je fais. Mais c'est une attitude, dans la culture essénienne, c'est une attitude générale de vie. Nous devons cesser immédiatement les hostilités. Cessez toute hostilité à l'intérieur de vous. Maintenant. Aucune hostilité envers personne. Oui, mais lui, il est gentil, lui, il est méchant. Non. Tu sais, tu as déjà peut-être été au théâtre avec les marionnettes? C'est le même marionnettiste derrière. Nous arrêtons immédiatement toute forme de guerre à l'intérieur de nous. Comment pourrais-tu prier pour la paix pour des gens que tu n'as jamais vus, alors que toi-même tu es en guerre avec ton voisin, ton conjoint, ton patron, ton collaborateur, avec toi-même, avec tes souvenirs, avec ton enfance. Avant de prier, va te réconcilier avec ton frère, disait Jésus. Alors, il faut commencer par le commencement. Oui, mais c'est plus difficile, et puis quand même, je peux envoyer de l'énergie d'amour. Oui, ça c'est le romantisme toujours. Hein. Ailleurs, il faut aider les autres, c'est merveilleux, c'est tellement, c'est touchant, ça nous émeut parce que c'est beaucoup plus facile d'être ému par ce qui se passe loin que par ce qui est dans notre propre cour. Alors que le travail est là. Donc nous devons cesser les hostilités à l'intérieur de nous. Ne pas participer à l'alimentation de ces égrégores par nos pensées, nos conversations, nos regards. Je vous ai dit, l'année 2022, c'est l'année du regard. Ne laissons pas notre œil être manipulé pour regarder l'Ukraine, la Russie, l'OTAN d'une certaine façon. Nous sommes manipulés, nous participons à cet égrégore et nous participons ainsi à la prochaine guerre. Moi, j'ai vraiment cru que la guerre froide était finie. Mais quand j'ai compris comment fonctionnent les égrégores, les mémoires dont je vous ai parlé, les mémoires qui créent des sentiments, j'ai compris qu'on ne peut pas effacer la guerre froide. Elle est inscrite dans nos cellules. Et les boomers qui ont grandi avec ça sont en train de répéter, de remettre le couvert, de reprendre le même acte. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sentent exister. Et nous marchons dans leurs pas. Je parle en génération. Si nous arrêtons de nous polariser de cette façon-là,
si nous parvenons à nous relier à la paix déjà réalisée, déjà là, que nous la percevons, que nous la laissons entrer en nous et nous habiter, alors nous pourrons être la paix. Et comment ça se passe? Si tu es ainsi relié à la paix, donc à la réalité, il y a en Ukraine des Ukrainiens, grande révélation, il y a en Ukraine un être qui est sage. Il a de la sagesse. Eh bien, il va entrer en résonance avec toi. Et il va recevoir la paix, c'est-à-dire qu'il va poser ses pieds sur la terre. Et il va se dire, je respire, les arbres sont là, le soleil est là, le ciel est là, je me recentre. Ça ne veut pas dire, c'est pas la méthode Coué, hein. Tout va bien, c'est merveilleux, il ne m'arrive rien, l'univers est rempli d'amour. Non, non, je suis dans le réel. Et il va redescendre les pieds sur terre. Ainsi, il va pouvoir recevoir des informations, des intuitions, des instincts, de l'inspiration qui viennent de la terre et de la nature pour savoir quoi faire, comment agir, comment réagir, au lieu d'être stimulé et motivé soit par la haine, la colère, l'opposition ou le déni, le vague espoir que Jésus va descendre et les sauver par exemple. Donc notre travail, il y en a qui m'ont écrit en me disant « moi je suis un guerrier de lumière » parce qu'ils ont lu un livre, donc moi je suis un guerrier de lumière. Et l'autre me dit « moi je suis un guerrier pacifique » parce qu'il avait lu un autre livre. Alors que vous soyez guerrier de lumière ou guerrier pacifique, soyez un serviteur de la paix, reliez-vous à la paix réelle, à la réalité. Sachez qu'il y a en ce moment un volcan en éruption, qu'il y a des dragons qui se réveillent, que les choses ne vont pas aller nécessairement en s'améliorant dans le monde organisé par les hommes, parce qu'il y a une telle accumulation d'énergie de souffrance, d'énergie de désordre, d'énergie d'opposition à la vie, d'énergie de destruction des êtres, d'énergie de déni de l'humanité, que il y a des choses qui vont devoir, des abcès qui vont devoir être crevés. Cessez de croire qu'il y a des gentils et des méchants dans votre écran de télévision. Ne tombez pas dans ce panneau. Ne tombez pas dans le panneau des forces lucifériennes qui veulent récupérer, vampiriser votre énergie de bons souhaits, d'espoir, de méditation pour la paix. La méditation pour la paix, c'est l'état naturel de la vie. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances de ta vie, tu dois t'éveiller à ce qui est. Et pas à cette dynamique, opposition, déni, fuite, illusion. Si tu croyais que tu vivais en paix il y a encore 3 semaines, tu étais dans une grande illusion de paix, une fausse paix, une illusion de paix. Donc il y a, tu vois, la paix, il y a la fausse paix, l'illusion de la paix, les Nations Unies, toutes ces choses-là, et il y a la guerre. Ce n'est pas parce que tu vois la guerre que avant tu étais dans la paix. C'est incroyable, comme les hommes, des fois on dirait, tu sais, c'est la chanson de Balavoine, la vie ne m'apprend rien, c'est que des fois on se dit, mais en fait on fait toujours les mêmes expériences, puis on progresse pas, l'humanité n'a pas avancé, parce qu'en réalité elle passe toujours de Charybde dans Scylla, elle n'arrête pas de faire ce jeu-là finalement, qui fait en fait tourner la roue de fortune. Donc pour sortir de ça, tu sais, pour sortir du mouvement de la roue, eh bien tu dois quoi? Te rapprocher du centre. Plus tu es au centre, moins tu es dans ces mouvements. Et si une souffrance, un malheur, un désordre, un chaos, une irruption qui brise l'harmonie de la vie peut être utile et te faire comprendre la sagesse, accéder à la sagesse d'une chose, alors bingo, tant mieux. Ça n'aura pas été vain. Mais tu sais, on a eu des guerres. Eh bien, à chaque fois, j'ose espérer que certains êtres s'éveillent et comprennent qu'il faut sortir de ce cercle de répétition karmique. Alors, si aujourd'hui, cette actualité terrible et dramatique à nos portes peut nous éveiller, nous faire comprendre
en live, avec un exemple sous les yeux, l'inutilité de certaines réactions, l'inutilité d'autres réactions. Donc ni je prends mes armes et je vais me battre sur le front ukrainien comme une milice, en freelance, ni j'allume une bougie parce qu'il faut que la guerre s'arrête tout de suite, parce qu'en réalité j'alimente une illusion totale. Si tu comprends que c'est autre chose et que c'est ailleurs, et que tu deviens un artisan de paix à la manière essénienne, alors ça aura été utile et tu auras avancé sur ton chemin. Et tu vas voir que d'autres crises vont venir, d'autres chaos, d'autres désordres, mais aussi, et tu auras une attitude différente, mais aussi, quand on va te dire « ça y est, la guerre est finie, nous sommes en paix », tu vas savoir que c'est faux. C'est une fausse paix. La paix de 1945 est une fausse paix. On n'a pas arrêté de m'en faire le récit en disant l'empereur du Japon a capitulé, Hitler s'est suicidé, ça y est, la paix a été rétablie et nous vivons aujourd'hui dans un monde de paix. Mais c'était complètement faux. C'était une illusion totale. Moi, tu sais, j'ai grandi avec John Lennon qui demandait la paix au Vietnam et tout ça. Mais ça a donné quoi tout ça? C'était complètement luciférien en réalité. C'était un bon souhait, c'était légitime, c'était sincère. Mais ce n'était pas sage. Ce n'était pas posé. Donc que font les Esséniens concrètement? Eh bien, ils se forment, ils travaillent sur eux, ils s'éduquent, ils se transforment, ils se relient, ils augmentent leur capacité à être reliés au divin à l'intérieur d'eux de façon concrète, quotidienne, dans les situations de la vie, sans attendre qu'une catastrophe comme une guerre survienne pour nous réveiller. Je connaissais une vieille dame qui disait « Oh, il faudrait une bonne guerre et puis après, comme ça, on repartirait à neuf. » C'est comme ça que le monde fonctionne depuis des milliers d'années. Il faut sortir de ça. Ça suffit, non? Donc, si on veut vraiment dire la der des der, eh bien, ça ne sera possible ça sera pas possible tant qu'on fera confiance à nos gouvernements pour mettre en place un monde de paix. C'est une fausse paix. Regardez, tous ces êtres en politique sont tous en guerre, sont des bêtes sauvages, des féroces. Ils n'ont qu'un objectif, c'est de dégommer l'autre pour être à sa place. Vous croyez que vraiment des êtres comme ça vont négocier des accords de paix? Mais n'importe quoi. Ne soyons pas nigauds. Donc ne nous laissons pas capturer par Lucifer, ne rentrons pas en conflit sous l'impulsion de Satan, mais faisons pousser nos racines dans la terre et accédons à la paix réelle qui est déjà réalisée. L'Ukraine est un pays de paix profonde, un pays magnifique avec de l'eau partout. C'est un pays très lié à l'archange Gabriel parce qu'il y a tellement d'eau partout. C'est un pays de culture, c'est un pays de savoir-vivre, de civilisation. Toute la Russie, toute l'Europe est un pays extraordinaire. Relions-nous au réel et à la nature. Vous savez pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, si nous n'avons pas cet œil lumineux, cet œil beau, cet œil vrai, qui est branché, relié, focusé, connecté, rivé sur la terre et sur le réel, si nous n'avons pas un œil ouvert sur le soleil levant, sur les oiseaux et sur les arbres, qui va l'avoir? Tous les humains sont rivés sur leur téléphone. À tous les niveaux, à toutes les hiérarchies de la société humaine. Les scientifiques, les sociologues, les historiens, les professeurs, les politiciens, les économistes, tout le monde. Qui regarde le réel aujourd'hui? Qui est le gardien de l'œil pur et vrai posé sur la création divine? Donc si vous voulez vous approcher de la sagesse, de l'état d'être d'un Essénien, c'est ça votre motto, votre mantra, votre attitude de vie. Moi, je regarde Dieu. Je regarde Dieu dans le russe. Je regarde Dieu dans l'ukrainien. Je regarde Dieu dans la Volga. Je regarde Dieu dans le ciel. Je regarde Dieu dans l'arbre. Je regarde Dieu dans mon jardin, dans mon corps. Oui, mais regarde, tu vois, je veux prendre ton œil. Regarde ce qui se passe. Tu peux pas être comme ça, un béni oui-oui. Mais je suis pas un béni oui-oui, je connais, je sais. Je sais. Mais je suis relié à la paix. Et je vous vois faire vos égrégores, je vous vois faire vos petites manipulations. Je vous vois faire vos petits tours de passe-passe, vos petits contrats. Je vous vois taxer les pays toujours de plus en plus. Je vois l'Europe exsangue à force de payer, à part son sang, des démons colossaux, des égrégores colossaux.
pour financer le chaos et l'anéantissement. Je vous vois faire vos égrégores. Et maintenant, vous venez me chercher pour que j'annonce et que j'affirme qu'il va y avoir la paix? Mais non, je ne suis pas idiot. Oui, je médite sous un arbre, je chante dans la nature, je regarde le soleil se lever. Oui, c'est vrai, vous pouvez me trouver peut-être complètement imbécile et fleur bleue, mais je ne suis pas du tout imbécile et fleur bleue, je suis sage. Je vous vois faire vos manigances, et maintenant vous voudriez que je vote pour la paix ou que j'aille me battre pour la paix? Ou que je vote pour vous parce que vous êtes le candidat de la paix? Mais il n'y a pas de candidat de la paix. La paix est. Elle est étrangère à toutes vos petites salades. Oui, c'est dramatique qu'il y ait des êtres qui meurent. C'est triste. Mais je n'ai pas de part à ça réel. Donc j'ouvre mon œil sur la création et je regarde Dieu parce que si je ne le fais pas, plus personne ne va le faire. Et ce sont les bornes qui conduisent les aveugles. Moi, je vais avoir les deux yeux ouverts. Donc je regarde Dieu en pleine face, dans toute la création qu'il nous a donnée. Et en faisant cela, je suis un gardien de la paix, par mon état d'être intérieur. Et si un être en Ukraine, un être en Russie est dans le désespoir sous les bombardements, et qu'il a une petite étincelle de sagesse ou même de prière, eh bien il va être relié à quelque chose de vrai. Sinon, vous savez où va aller sa prière? Je vais vous dire une dernière chose et je vais finir là-dessus. Vous voyez, cet être, il se cache dans une cave, comme un rat. Il est réduit à l'état de rat, dans la terreur et la frayeur de se recevoir une bombe. Mais comme c'est un orthodoxe, il a eu une éducation religieuse. Il allume dans son cœur une petite flamme, et il prie. Soit il prie son président, son gouvernement, soit il prie avec sincérité et réalité, et il va entrer en résonance avec mon état d'être de paix. Eh bien, il va recevoir une paix réelle, qui vient d'un autre être humain, parce que nous sommes tous une seule fraternité, une seule communauté, un seul être, qui s'appelle l'humanité. Et par mon état d'être, je lui donne la paix, mais pas une paix philosophique, intellectuelle, lointaine, ou politique, économique, future, ou conditionnelle. Ah, si Poutine meurt demain, tu seras en paix. Ça n'a aucun sens. Ça, ce sont des paroles pour vous faire alimenter un égrégore de chaos et de guerre, encore plus. On se fout totalement de tout ça. On ne veut pas en entendre parler. Moi, je suis dans un état de paix relié avec ma mère, la terre, avec l'être de la paix réelle qui est déjà là. Je regarde la paix dans la nature et je pense à toi qui es sous des bombes en Ukraine et je te dis, regarde le réel. Écoute ton cœur, il bat. Ton corps est en paix. Regarde la paix, regarde la paix, regarde la paix. Ne laisse pas la guerre entrer dans ton œil et s'emparer de ton œil. Ça serait l'échec. Nous sommes branchés ensemble, mais tu comprends, c'est pas juste aujourd'hui parce que tout d'un coup sur mon téléphone on me fait peur en me disant qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est tout le temps, partout. Je suis en résonance avec tous les êtres qui veulent la paix, qui veulent vraiment la paix. Je suis en résonance avec. Sinon, je pourrais te le reprocher, ou on pourrait me le reprocher en me disant, oui, tu parles de l'Ukraine aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as dit quand il y avait des bombes en Afghanistan, et en Syrie, et en Libye, et puis, je sais pas, en Irak, et puis au Donbass, l'année dernière, Mais moi, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est mon état d'être naturel, ou en tout cas, j'y travaille fortement. Alors voilà l'enseignement des Esséniens, la vision essénienne, 2022 est l'année du regard. Nous devons être capables de voir cette tragédie, cette horreur, mais avec l'œil de la sagesse, pour en tirer des leçons de vie. Ne vous laissez pas voler votre lumière. Dieu seul règne, et Dieu seul est la paix. Aucun homme n'est la paix. La paix n'est pas dans les mains de Gandhi, ni de Martin Luther King, ni de tels négociateurs et tout ça. La paix ne se négocie pas. La paix, ce n'est pas des accords. Il n'y a pas de paix dans les accords d'Oslo. Il n'y a pas de paix à l'OTAN, à l'ONU, à tout ce que vous voulez. C'est faux. Que les humains arrêtent toutes ces mascarades, qu'ils montrent leur vrai visage. De toute façon, c'est ce qui est en train d'arriver.
ils sont tous assoiffés de pouvoir et de domination. Et puis que les êtres sincères, honnêtes, vrais, le deviennent encore plus et incarnent la paix qui est déjà là, parce qu'elle nous est donnée à chaque instant. Nous n'avons pas à la fabriquer ou à la conquérir. Alors merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous aider à comprendre comment en tant qu'enseignant on peut on n'est pas enfermé dans une tour d'ivoire, on vit aussi en contact avec le bruit du monde qui nous arrive, mais que par l'importance du regard, on fait attention, on voit qu'il y a quelque chose à droite, quelque chose à gauche, mais nous on regarde ce qui est vrai et ce qui est éternel et qui ne bouge pas et qui n'est pas conditionnel. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, ça a été très long. Formez-vous, travaillez. Écoutez, moi, oui, je prêche pour ma paroisse parce que je vous propose des formations, je vous propose des stages. Je ne fais que enseigner et partager la voie qui est la mienne. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas vous dire allez faire ceci ou cela parce que je ne le connais pas. Mais suivez votre instinct, faites ce que vous voulez, mais travaillez sur vous, branchez-vous, recentrez-vous, donnez-vous les moyens d'être de plus en plus en communion avec le divin parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est le centre de la roue. Sortons de ce mouvement et rapprochons-nous du centre. Alors que la paix soit sur vous, parce qu'elle est déjà là, et que la paix soit sur nous tous.